De 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 15 novembre. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Ophélie Meunier. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Gilles et Valérie, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. On vous reçoit parce qu'on va parler évidemment de votre actualité sur M6, la grande semaine, tous les samedis. Ça fonctionne très bien. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ce magazine. Merci. Et puis évidemment, Zone Interdite, c'est votre émission. C'est ma base. Voilà, c'est votre base. Voilà. Zone Interdite avec un Zone Interdite dimanche 24 novembre. Nouvelle famille, fini les tabous, on va en parler. Moi, je vous ai demandé de venir ce matin parce que j'ai été interpellée la semaine dernière par une tribune que vous avez signée dans Elle, une lettre ouverte au Premier ministre et au président des assemblées pour évoquer le problème, la question de l'aide sociale à l'enfance. C'est un sujet dont je parle souvent, c'est ce que je vous ai dit quand je vous ai envoyé un petit mot, parce que vous aviez justement présenté un Zone Interdite sur le sujet qui était mais ultra choc et ultra préoccupant. Et on avait reçu les réalisateurs et on va en reparler parce que cette aide sociale à l'enfance, visiblement, il y a encore beaucoup de défaillances et on s'étonne que rien ne soit fait. C'est au-delà de encore beaucoup de défaillances. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. On a vu de la prostitution, on a vu du deal, on a vu des enfants qui sont complètement laissés à l'abandon. Enfin, c'est une structure qui, on ne va pas jeter l'opprobre sur toute l'aide sociale à l'enfance, mais qui globalement manque de contrôle. Oui, et d'ailleurs, malheureusement, les quelques personnes formidables qui travaillent dans l'univers du social sont noyées dans une masse de scandales qui ne bougent pas et c'est inadmissible et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre la parole. Oui, ça devait être un lieu pour se construire et pas se déconstruire en fait. Un lieu de confiance en fait. Un lieu de confiance. Si ça ne fonctionne pas. Il vous a répondu, le Premier ministre? Alors, pas le Premier ministre, mais la ministre de la Famille, oui. On va en parler dans un instant et on commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'était quoi l'événement médiatique, Valérie? Je sais pas, envoyé spécial. Mais non. Vous me prenez vraiment pour une truffe. Il y avait cache investigation hier. Oui, vous me prenez pour une truffe. C'était le match France-Israël. Ouais. Très bon score sur TF1, 4,9 millions, presque 5 millions de téléspectateurs, 24% de part de marché. C'est plutôt une bonne audience pour un match qui était qui était nul. Oui. BFM a recueilli le sentiment d'un supporter qui était venu avec ses 2 enfants assister au match. Il avait pris ses places au dernier moment. Réaction à la fin du match. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a eu une bonne protection. C'était sécurisant. Et surtout, quand on vit en famille, on a vu qu'il y avait beaucoup de filtrage. Et ça, c'est bien. On a eu la sécurité. Ils ont bien fait leur travail aussi. Après, les forces de l'ordre aussi. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. À part au début du match, il y a eu des échauffourées au niveau d'en haut. Donc après, ça s'est bien passé. Ils sont intervenus et tout était bien. Vous avez vu concrètement ce qui s'est passé dans le stade? Qu'est-ce que vous avez vu? Les Israéliens, en fait, ils sont partis attaquer des Français, en gros, pour qu'ils prennent la tribune tout d'en haut là. Après, ça s'est dispersé. La sécurité, ils sont venus. Donc c'est le principal. Vous y étiez? Non, j'étais. Parce que vous allez souvent. J'étais pas sur place cette fois-ci, mais c'est vrai que je vais souvent au match de foot pour soutenir l'équipe de France ou le PSG. Qui vous supportez le PSG? Mais non, là, je n'y étais pas hier soir. Ouais, mais visiblement, je vous conseille de réécouter le billet de Guy Carlier ce matin, qui était formidable sur le match nul dans tous les sens du terme. Exactement. Vous supportez le PSG? Vous devez souffrir alors. Ça doit être dur. Non, mais ça fait partie de la vie d'un supporter, mais tout va bien. Je crois qu'on est quand même plutôt gâtés avec le PSG. Dimanche en 15, mais ça va. Dimanche en 15, vous présenterez, on en a parlé, un numéro de Zone Interdite consacré aux nouvelles familles sans tabou. Alors les familles et les individus dont les comportements sexuels ont également bien changé, et vous en parlez également dans ce Zone Interdite. Alors moi je vous le dis tout de go, sachez-le, les vieux baisent. C'est un sondage. C'est une étude, excusez-moi, qui a été dévoilée par les équipes de Bonjour. Ils ont même fait un micro-trottoir. Fait-on l'amour toute sa vie? À vous écouter, la réponse est plutôt oui. Elle aimerait que ça se fasse plus souvent. Ah ben oui, autant qu'on peut. Et c'est bien ce que révèle cette dernière étude. La vie sexuelle des Français se prolonge. 56% des femmes et 73% des hommes déclarent rester actifs au-delà de 50 ans. C'est une question de santé. Moi je pense que la relation à deux, c'est quelque chose de complet ou alors c'est rien. Nous aurions également plus de partenaires sexuels au cours de notre vie qu'il y a 30 ans. 8 en moyenne pour les femmes, 16 pour les hommes selon leurs confidences.
Il y a peut-être plus de facilité, moins de méfiance, moins d'appréhension. Et puis ouais, smooth aussi un peu, je pense. Ces chiffres ne sont pas avérés. 16 pour les hommes, 8 pour les femmes. Hein. Non, j'ai évidemment suivi, puisque c'était comme la grosse étude de la semaine. Je trouve que ça raconte quelque chose socialement et sociétalement parlant très intéressant, notamment sur les femmes et sur leur indépendance. Et je pense qu'en effet, ces chiffres. Alors, j'entendais la personne qui a fait cette étude qui disait que tout ça est du déclaratif et que d'ailleurs, il y a une différence de jugement, de définition pour une femme. Absolument, j'ai entendu. Pardon pour l'expression, mais un coup d'un soir, c'est pas considéré comme un partenaire sexuel pour une femme, alors que pour un homme, oui. Ce qui explique les différences entre 8 et 16, peut-être. Il faut aussi prendre ces chiffres avec des pincettes, mais en effet, je trouvais que ça révélait une évolution et une indépendance de la femme et une place dans la société bien différente face à la dernière étude qui date de 20 ans. Exactement. Là, c'est vraiment il y a des évolutions sur les pratiques sexuelles aussi, mais on n'en parlera pas ici. Pourquoi c'est le Quotidien qui a fait un petit sujet sur la manière dont les radios et les télés en ont parlé en disant bon là il est 8h30, on peut est-ce qu'on peut parler voilà. Je savais que c'est un sujet qui vous intéresserait et là aussi ça m'intéresse. Mais là aussi ça va vous intéresser. Ce sujet est incroyable quand même. En Chine, les comportements changent. Alors ça devient tellement cher en Chine d'élever un enfant qu'ils élèvent des chiens. Ils préfèrent avoir un chien. Vers les animaux domestiques. Et alors ils s'en occupent comme un enfant. C'est-à-dire qu'ils les mettent dans des poussettes, ils vont au supermarché. Reportage dans le 20h de France 2. Dans ce centre commercial, les chiens sont les bienvenus en poussette ou dans les bras de leur maîtresse. Voici la famille Gao au grand complet. Un après-midi de lèche-vitrine et d'achat pour les petits chiens de ce couple marié. C'est comme nos enfants, notre petite fille et notre petit garçon. Regarde par ici, maman va faire une photo. Ils dépensent 200 € par mois pour leur pet. Ces animaux nous apportent autant de bonheur qu'un enfant. Avec plus de 110 millions de chiens et chats dans les villes, la Chine est déjà le plus grand marché d'animaux de compagnie au monde. Et ce couple de jeunes cadres représente avec leurs 2 chiens ces Chinois qui ne veulent pas d'enfants mais ont trouvé un substitut. Le coût d'élever un enfant ici est tellement élevé, c'est tellement cher dans les grandes villes et la pression est trop grande. Moi, je trouve ça triste. Je suis assez d'accord. En fait, d'ailleurs, je me demande si la personne qui dit ce chien nous apporte autant de bonheur qu'un enfant, je me demande si elle a au moins un enfant ou pas. Parce que, alors, en plus, j'adore les animaux. J'ai eu un chien pendant 17 ans. J'ai jamais autant pleuré que le jour où elle est partie. Donc, je sais ce que ça représente d'avoir un animal et elle me manque depuis tous les jours. Mais c'est quand même triste, enfin c'est pas comparable et puis voilà, avoir un enfant c'est une expérience de vie complètement à part, complètement unique. Voilà, c'est quand même dommage. C'est Hélène Gâteau, la vétérinaire, qui a écrit un livre sur le sujet. Je pense que c'est effectivement pas comparable. C'est quand même dommage de se priver de fonder une famille et d'avoir un enfant pour des raisons financières. Mais c'est vrai et puis de se convaincre que de remplacer par un animal de compagnie est égal. Et puis un enfant n'a pas besoin de le sortir tous les soirs. Et moi je dis ça en sachant ce que c'est que d'avoir un animal de compagnie. C'est ça. On a eu en plus un amour démentiel. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'anthropomorphisation de l'animal quand on voit de plus en plus de vêtements. Dans le reportage qui suit, il y avait également tout un commerce derrière avec des boulangeries pour chiens, enfin tout un tas de choses faites pour les chiens. Est-ce que vous connaissez Siri ? Oui, bien sûr. Ah, parce que... Dis Siri. Alors, on savait que Pascal Praud était réfractaire à la modernité et à l'évolution en règle générale. Alors, hier, on a eu une preuve comique. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, vous n'avez pas, vous allez voir, c'est énorme. Hier, je vous ai passé l'extrait de Céline Dion. Vous l'avez vu, non? Céline Dion. Qui essaye... En fait, elle dit Siri... Je ne sais pas si on a le son, John, parce que ça vaudrait le coup de le repasser. Vous ne l'avez pas vu? Ah non, ça, j'ai pas vu. Donc, Céline Dion qui s'adresse à Siri. Écoutez. Hey Siri. Play l'hymne à l'amour by Céline Dion. I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. No. Hey Siri, can you play l'hymne à l'amour by Céline Dion, please? I cannot find that track by Celine Dion, but here is My Heart Will Go On. Never mind. Maybe I should speak really French from Parisian. Hey Siri, play l'hymne à l'amour by Céline Dion. Okay, here is Hear Me Lama by Celine Dion. C'était elle. C'est incroyable. Regardez la vidéo parce qu'elle se marre. Elle
Elle dit qu'avec l'accent français, ça fonctionne. Alors du coup, le Pascal Praud a découvert Siri, il ne connaissait pas Siri, et hier, il y a une séance hallucinante en direct où Sarah Salman et alors c'est pas Antoine Lebray, mais c'est je me rappelle plus de son prénom. Quand on se trompe de prénom, quand on se trompe de prénom, après on n'arrive pas à trouver. Mais voilà, Lebray qui est un peu sur toutes les chaînes du groupe ont tenté d'expliquer ce que c'était Siri à Pascal Praud. C'est un grand moment de télé. C'est quoi Siri? Siri, c'est pour dicter dans le iPhone. On met le téléphone comme ça et on dicte. On dit dis-moi Siri et on parle. Moi, je sais pas comment on fait Siri, par exemple. Siri, moi, je m'en sers jamais. Vous vous en servez? Ah bah oui. Mais alors, ça sert à quoi, vous dites? C'est pour parler au téléphone, par exemple. Vous dites, dis-moi Siri, appelle Georges Fenech. Ah ben là, je vais le faire. On va faire un test en direct, pourquoi pas? Oui. C'est sur quoi? C'est sur réglage? Faut se mettre sur quoi? Parlez à votre téléphone. Vous parlez à votre téléphone. Dis Siri et après. Là, je parle comme ça. Voilà, et appelle Georges Fenech. Dis-moi Siri, appelle Georges Fenech. Mais vous n'avez pas la peine de gueuler. Ouais, mais là, non, mais là, vous faites ça comme on dirait qu'on est au théâtre Édouard VII. Non, mais dis Siri, appelle Pascal Praud. Jean-Laurent Cochet un peu. Ben, ça marche pas du tout. Donc, je regrette, je ne peux appeler qu'une personne à la fois. Bah, j'ai pas demandé 2 personnes. On est plusieurs. Hein. Bon. Voilà. Ah oui, coucou les boomers. Gauthier Lebret. Gauthier Lebret, voilà. Est-ce que Pascal Praud ne jouait pas un peu? Il doit savoir il savait pas du tout ce que c'était. Non, il savait pas du tout ce qu'était. Il savait pas du tout ce qu'était Siri. J'ai trouvé plus nul que vous, Valérie. Ah bah c'est pourtant. Valérie adore la technologie et son portable. Voilà, je peux pas vous laisser dire que elle couche avec son portable, c'est son amant. Mais des fois, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué quand il faut rentrer dans la pratique, c'est pas toujours évident. À 76 ans, je ne sais pas s'il fait du sexe, mais en tout cas, il continue à faire de la musique. Louis Chédid sort un nouvel album. Vous vous demandiez de qui je parlais. Non. Louis Chédid sort un nouvel album, Rêveur, et il était en live dans cet avou avec sa petite guitare. Que tu sois ou que tu ailles, si t'as le cœur qui sort des rails, douleur capitale ou vénielle, quand les nuages s'amoncellent. Pas mal, non? Vous aimez bien? Oui, j'aime beaucoup. Et puis surtout, je suis fascinée par l'histoire de cette dynastie. Par cette famille incroyable. Et je trouve que voilà, c'est de très belles familles comme ça, d'artistes. Vous écoutez quoi? Vous avez écouté quoi récemment? J'écoute de tout. J'écoute beaucoup de variétés françaises, de Julien Doré, en passant du plus urbain aussi, Adamso. Jules Joule, oui, bien sûr. Oui, je dis Jules. Non, mais je suis assez éclectique. Et quand vous courez, parce que vous courez beaucoup. Alors quand je cours, oui, j'écoute plutôt des musiques plus entraînantes, des musiques avec un air plutôt latino-américain. J'aime bien tous ces sons-là aussi. Alors un ami qui nous écoute me dit pas besoin d'aller en Chine, à Paris aussi. Renata, c'est le nom de son teckel. Renata est ma fille, et il nous dit il y aura la marche des teckels dimanche à Paris. On embrasse. Il y a une marche des teckels. Absolument. On embrasse Renata et on embrasse Jean-Christophe. Voilà. Merci. On se retrouve dans un instant avec vous, Ophélie Meunier. On va parler de l'aide sociale à l'enfance. Un de nos auditeurs nous dit j'ai passé de l'âge de 12 ans à 20 ans en foyer. Il y a beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Ophélie Meunier. Ophélie Meunier que vous connaissez, vous la retrouvez une fois tous les 15 jours dans Zone Interdite sur M6 à 21h10 le dimanche. Le prochain sera le 24 novembre avec Nouvelle Famille, fini les tabous, avec la recomposition des familles. Et puis, les couples homosexuels, des nouveaux modèles parentaux. La coparentalité, par exemple. On peut faire un clin d'œil ce dimanche, c'est Capital. C'est un peu aussi la même famille. Capital qui sera sur l'achat français. On a poussé les Français à acheter français, mais ça marche pas trop bien. Et il y a beaucoup de sociétés de faillite. Il parle entre autres du slip français, de quelqu'un qui essaye aussi d'avoir des brosses à dents françaises, parce que ça tout vient de Chine. Qu'est-ce qui se cache alors? Oui, vous connaissez Capital, un peu c'est ma famille, donc voilà, je présente pas Capital, mais en tout cas Capital, voilà, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la marque Made in France et qui en profite vraiment. Et dans Zone Interdite, dans 15 jours, c'est vraiment la société a évolué et donc les familles avec. Et d'ailleurs, les dernières statistiques, c'est encore 83% des Français qui disent que leur famille est leur première
première priorité. Donc la famille est très importante. On va pouvoir en parler en deuxième partie. Pour les Français. Et aujourd'hui, on a des familles homoparentales, de la coparentalité, et on a même dans le sujet le premier homme trans qui accouche de son enfant. Donc c'est le premier cas en France et donc on l'a devant nos caméras. Ce sera dimanche 24 novembre et puis évidemment la grande semaine tous les samedis à 17h40. Voilà, formidable bande autour de vous. Mais ce matin, en fait, ce qui a déclenché mon invitation au-delà du plaisir de vous recevoir pour parler de ces émissions, c'est cette tribune dans Elle qui date de la semaine dernière. C'est une lettre ouverte au Premier ministre et au président des assemblées, dans laquelle vous interpellez les pouvoirs publics sur la situation de l'aide sociale à l'enfance. Il y a eu un fait divers récemment qui vous a interpellé et qui a été le déclencheur peut-être de cette lettre ouverte. Absolument. Ouais. Il y a rapidement l'histoire. Ouais. Donc en 2020, on fait un premier zone interdite sur l'aide sociale à l'enfance et plutôt sur à quel point ce système qui est censé protéger les enfants qui n'ont pas accès aux droits fondamentaux dans leur propre famille, comment l'État est censé prendre le relais pour ces enfants et en tout cas veiller à ce qu'ils puissent grandir avec le minimum, manger, dormir, être éduqués, être nourris et être protégés. Et c'est le cas d'à peu près, pour nos auditeurs, 300 000 enfants en France. Ouais. Et au-delà de 18 ans aussi, moins de 18 ans, c'est à peu près 200 000 enfants. Et on s'est aperçu en creusant un petit peu, en enquêtant avec le réalisateur Jean-Charles Doria, que le système dysfonctionnait de manière totale. Parce que vous me disiez hors antenne qu'en général, on essaye de montrer ce qui dysfonctionne, mais on montre aussi l'aspect positif. Oui, on a à cœur dans Zone Interdite quand même, même quand on fait des sujets dénonciateurs, de toujours montrer comme ce qui fonctionne, de donner un petit peu d'espoir. Et là c'était super difficile. Alors évidemment, et je tiens à le dire, parce qu'on reçoit souvent des messages quand on fait des sujets dénonciateurs, mais moi je travaille dans le social et moi je fais bien mon travail, moi j'aime ces enfants et je donne toute ma vie, tout mon cœur pour aider ces enfants. Donc il y a aussi malheureusement quelques personnes formidables qui sont noyées dans les scandales et noyées dans un système qui ne fonctionne pas. Ouais, Et donc en 2020, on fait cette première enquête. On s'aperçoit qu'il y a un tel dysfonctionnement qu'on décide de faire même un deuxième zone interdite 2 ans plus tard, en 2022. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a à la fois les foyers, les établissements qui accueillent les enfants, l'ancienne DAS. Ouais. Et puis, il y a aussi les familles d'accueil. Les familles d'accueil et les hôtels sociaux qui sont censés d'ailleurs, depuis la loi Taquet, qui date de 2022, être fermés et qui ne sont toujours pas fermés pour information. Donc, et les foyers qui reçoivent de l'argent par enfant aussi. Oui, absolument. Ce qu'on voyait dans Zone Interdite et qu'ils utilisaient. Il y a des établissements qui sont dans des états absolument catastrophiques de délabrement et avec des enfants qui sont censés être scolarisés qui ne vont pas à l'école, des jeunes filles qui se prostituent, des jeunes garçons qui deviennent dealers et malheureusement qui à 18 ans, quand ils ne font plus l'objet d'une mesure de protection, parce qu'il y a aussi autre chose qui est une aberration, ce qu'on appelle les sorties sèches. Et le jour de votre anniversaire à 18 ans, quand vous avez pendant 18 ans été un enfant de l'aide sociale à l'enfance, on vous dit ça y est, on a fait ce qu'on a fait pour vous. Merci, vous pouvez prendre votre petit bagage et partir. Et donc il y a énormément de ces enfants qui se retrouvent à la rue, en fait. Mais à l'époque, Aurélien Taquet avait réagi, me semble-t-il. Aurélien Taquet avait réagi. Il avait réagi au documentaire. Et il y avait eu suite au documentaire, et c'est vrai qu'on nous pose toujours la question. Et donc après, une fois que vous avez diffusé, est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce qu'il y a eu de l'action? Oui, il y a eu des travaux qui ont été réalisés dans certains foyers, mais le problème, il est systémique. Le problème, il est au départ. Donc le fonctionnement, c'est les départements en France qui gèrent l'aide sociale à l'enfance, et en fonction des départements, en fonction des politiques qui sont appliquées dans ces départements, la gestion, elle est très inégale. Il y a certains élus qui ont vraiment à cœur, sans nommer personne, d'aider ces enfants-là, et d'autres moins. Et résultat, il y a une disparité. Par exemple, il y a des aberrations. Il n'y a pas de fichier national des agréments des familles d'accueil. Donc, s'il y a une famille dans un département qui a un agrément, qui le perd parce que la famille en question fait des choses qui ne sont pas correctes avec les enfants qu'elle reçoit et qu'elle accueille, elle peut tout à fait demander un nouvel agrément dans le département d'à côté. Elle l'obtient. Et évidemment, elle va réaliser les mêmes... surveiller tout ça? Alors, les départements,
sont censés surveiller tout ça. Mais enfin, on voit qu'il y a aussi, je ne sais plus si c'était dans le documentaire, des assistantes sociales qui sont de mèche avec les familles d'accueil. Autre problème, parce qu'on pourrait y passer du temps à lister les dysfonctionnements. Il n'y a pas de contrôle. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça ma question. Pas de contrôle. Donc, il y a eu des familles maltraitantes qui accueillent des enfants. Vous avez déjà reçu Lies Loufoque ici, qui a une connaissance extrêmement précise et profonde du sujet. Ancien enfant de l'aide sociale à l'enfance. Lui, vous le direz mieux que moi, mais sur les 40 ou 50 dernières années, il y a eu un nombre tellement dérisoire de contrôles. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à ce qui se passe ? Parce qu'on voit que c'est source de délinquance, on voit que c'est source de problèmes psychiatriques, on voit que c'est source de beaucoup de dysfonctionnements et que ça coûte très cher à la société. Ça coûte un enfant qu'on accueille pendant 18 ans à l'aide sociale à l'enfance, c'est 1 million d'euros. Et puis du jour au lendemain, on le laisse dans la rue. C'est 1 million d'euros par enfant ? Par enfant, sur une vie, sur une adolescence. Jusqu'à ses 18 ans. Et on le laisse, donc on met beaucoup d'argent sur ces enfants. C'est un montant, 1 million d'euros. Et finalement, on le laisse dans la nature du jour au lendemain. Ça n'a évidemment pas de sens. Donc, et sur votre question des contrôles. Même qu'il n'y ait pas d'action. Alors, il y a aussi un manque de personnel. Il y a un manque de personnel. De formation. Probablement une crise de vocation aussi, parce que c'est un métier difficile. C'est difficile, c'est des enfants qui sont cassés. Qu'il faut savoir gérer. Oui, qu'il faut savoir gérer, qui sont cassés par la vie parce qu'ils vivent dans des univers familiaux qui sont pas simples. Sinon, d'ailleurs, ils ne feraient pas l'objet d'une mesure de protection. Et puis, c'est compliqué également d'offrir un rêve, d'offrir autre chose. Malheureusement, il faut dire les choses, c'est probablement pas une politique qui est très électoraliste. Oui. Donc, on la met de côté pour traiter d'autres priorités. Alors, vous avez une réaction de la secrétaire d'État Alors, le cabinet de la ministre de l'Enfance, de la famille et de la petite enfance m'a contacté dans les 24 heures suite à l'article de l'EL qui ont suivi la publication de la tribune. Et donc on a rendez-vous à la fin du mois. Donc, vous allez lui dire quoi ? Je vais lui demander ce qu'elle compte faire. Et déjà, il y a un certain nombre de choses, et notamment dans la loi Taquet, qui sont bonnes. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui sont très bonnes et qui ne sont pas appliquées. Et ça c'est aussi le problème de la politique. Quelle est la mesure que vous aimeriez qu'il soit appliquée ? Parlons par exemple des hôtels sociaux. Les hôtels sociaux sont censés être fermés. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais on va leur dire oui. Aujourd'hui en France, peut-être en bas de chez vous, il y a des mineurs qui sont accueillis, qui ont 15-16 ans, qui sont dans des hôtels complètement pourris, qui sont livrés à eux-mêmes, à qui on donne des tickets restaurants pour aller se nourrir. Alors évidemment, ils vont aller au fast-food du coin. Donc en plus, ils n'ont aucune hygiène alimentaire. Ils sont pas du tout accompagnés. Pour la plupart, ils ne vont pas à l'école. Ils tombent pour certains en dépression. Parfois, ça mène à des drames. Pire que ça, mène jusqu'au suicide. Il y en a des cas, on en a vu. Et c'est censé être des structures éphémères dans lesquelles on accueille des enfants pour quelques semaines, quelques mois, maximum 1 an, le temps de leur trouver une place ailleurs. Et en fait, il y a des enfants qui passent des années dans ces hôtels-là. Et dans la loi Taquet, normalement, ces hôtels sont censés être fermés. Et ce n'est toujours pas le cas. Et à une époque où on cherche des économies, ça coûte extrêmement cher à l'État. C'est-à-dire que ces marchands de sommeil... Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? S'ils sont en hôtel, c'est parce qu'il n'y a plus de capacité à les accueillir ailleurs. Une chose qui me semble être juste la plus simple et la plus claire. Comment, dans un pays comme la France, on n'est pas capable d'accueillir et de protéger 200 000 enfants ? Oui, mais il n'y a pas de la place. Oui, mais les centres d'accueil sont pleins. Les centres d'accueil sont pleins. C'est pour ça qu'on les met dans les hôtels. Il faudrait en construire et ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Mais à un moment donné, il faut faire les choses. Si on ferme les hôtels, on va les mettre où, ces enfants ? Des structures plus adaptées. Les premières mesures, les simples mesures, les meilleures qui sont prises ne sont pas appliquées. Donc déjà, je veux lui demander où ça en est dans l'application de certaines de ces mesures et qu'est-ce qu'elle va être capable de faire sur les quelques mois ou quelques années, je lui souhaite, pendant lesquelles elle va être à son ministère. On va marquer une pause et je vous lirai le témoignage de Stéphane qui donc a été en foyer de l'âge de 12 à 20 ans. Et il nous dit que lui, il a été sauvé par certains éducateurs, un en particulier. Donc il y a aussi des belles histoires à tout de suite. Il faut les donner, les donner. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média.
Le supplément média, toujours avec Ophélie Meunier. On continue de parler des suites de ce documentaire qui date d'il y a 2 ans. Et rien n'a vraiment changé, visiblement. Et de votre tribune dans Elle. Et la tribune dans Elle, changé. Et donc c'était le dernier Zone Interdite, c'était en 2022. Puis il y a eu ce procès. Je ne sais pas si nos auditeurs ont vu ça, mais il y a eu un procès assez marquant, symptomatique de la situation. Donc à Châteauroux, 19 prévenus, des familles qui accueillaient des enfants qui n'avaient même pas d'agrément parce qu'il y avait tout un business, toute une filière qui s'était montée. Et malheureusement, les enfants, pour certains, ont vécu des choses assez horribles et donc ont témoigné. Et ça révèle exactement le dysfonctionnement. Et donc, ça m'a complètement prise au cœur. Et je me suis dit, mais il faut que je réussisse à en reparler, à dire les choses. Et donc, j'ai noté noir sur blanc tout ce qui me venait. Je vais avec le cœur pour ceux qui n'ont pas lu. Les mots, c'est vraiment... lisez la tribune, elle est toujours je parle juste avec le cœur. Et puis voilà, je vais essayer de relancer un petit peu la machine. Vous demandez des états généraux. Est-ce que ça va pas être encore un machin? Est-ce qu'on devrait pas plutôt commencer à appliquer la loi? Mais il faut avoir le courage, franchement, pour ce système de l'aide sociale à l'enfance, de tout mettre à plat. Parce que ça ne fonctionne pas. Et peut-être, c'est une des solutions que je propose, et encore une fois à débattre, moi je me mets à disposition, mais peut-être qu'il faudrait redonner du pouvoir à l'État pour gérer l'aide sociale à l'enfance. Donc ce sont les départements, je le rappelle, qui ont les clés en main de cette politique sociale. Il faudrait peut-être trouver un moyen, un terrain d'entente avec les départements pour redonner ce pouvoir à l'État. Valérie, avant la publicité, vous vouliez parler d'un de nos lycéens. Oui, on a Stéphane qui nous dit que lui, il a été sauvé par un éducateur. Il était en foyer, donc il y a des histoires qui fonctionnent, qui ont fonctionné. Mais c'est bien de montrer que c'est possible. C'est possible, mais c'était à une autre époque certainement. Donc il me dit oui, il faut écouter et faire revenir les anciens éducateurs. Seuls eux pourraient sauver l'aide sociale à l'enfance. Il nous parle de son éducateur qui était, me dit-il, un ange super philatéliste, toujours en vie. Donc il y a ces gens qui étaient dévoués, qui ont fait beaucoup pour ces jeunes. Il parle d'un foyer, effectivement. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a sacrifié l'aide sociale à l'enfance sur l'autel des familles d'accueil, pas toujours capables d'élever les gamins, voire des abus terribles. J'étais à JCLT, ils ont sauvé nombre de gamins. Donc c'était un centre en Lozère. Donc il y a eu certainement une époque où ça a fonctionné quand ça a été lancé, qu'il y a eu des gens de bonne volonté. Aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage de Jean-Charles Doria, c'est ça? Oui, c'est ça. Votre journaliste était infiltrée et elle est rentrée comme ça. C'est-à-dire que demain, moi, je veux travailler dans un centre. Il y a une crise de la vocation qui est évidente. Encore une fois, je rappelle la difficulté du métier, y compris pour les familles d'accueil. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est un travail à plein temps. Nous venons au travail, on y va le matin, on part le soir. Quand on rentre chez nous, on a l'occasion de couper un peu. Le week-end, on a l'occasion de couper un peu. Quand vous accueillez un enfant de l'aide sociale à l'enfance, c'est un enfant de votre famille. Alors, vous n'êtes pas ses parents, mais vous l'intégrez à la famille. Vous avez sa responsabilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il faut rappeler en effet à la fois la difficulté de ce travail et en même temps la dévotion et l'admiration qu'on peut porter. Avec un autre souci, avec aussi quand ça se passe bien, qu'il y a un attachement entre l'enfant et les familles, souvent on leur enlève au bout de 2 ou 3 ans, et là c'est un déchirement et on remet l'enfant de nouveau en difficulté. Il y a des choix de placement qui sont faits, qui sont évidemment discutables, c'est sûr, mais en tout cas... Aujourd'hui, c'est la question de la protection, c'est ce vers quoi vous interpellez. On a envie de recevoir que des témoignages comme ça. Voilà. Malheureusement, il y en aura d'autres, des enfants qui naissent dans des familles dysfonctionnelles. Il faut que l'État... C'est pas possible qu'en France, on ne soit pas capable d'offrir à ces enfants la chance d'un bel avenir, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous nous direz ce que vous a dit la ministre, en l'occurrence, parce que le problème, c'est que les ministres passent,
il n'y a pas forcément de suivi, il n'y a pas forcément les moyens qui sont mis non plus pour ces enfants. Donc il faut le dénoncer, il faut continuer. Suite à votre tribune, il y a des personnalités, bon, mis à part Valérie qui a un grand cœur. Non, mais c'est vrai. Je remercie. J'ai eu énormément de réactions, de témoignages anonymes et de proches ou de personnalités aussi que je ne connais pas forcément, mais j'ai été très touchée de voir qu'en réalité que c'est un sujet qui touche les gens, qui bouleverse les gens. La plupart du temps, malheureusement, on se sent impuissant. Mais voilà, j'ai envie de donner de mon énergie et de mon temps pour cette cause et je vais le faire. Alors Anna nous dit tout n'est pas négatif dans ma famille. Un est responsable d'aide sociale en Bretagne. Il y a des réunions avec des psychologues, avec des avocats, avec des médecins. C'est compliqué effectivement. C'est plus compliqué que ça et c'est plus compliqué d'en parler. J'ai perdu le témoignage parce que les messages défilent. Mais ça suscite beaucoup de réactions. Mais en gros, ça suscite pas mal de réactions. Et effectivement, on l'a dit en préambule, hein, il y a des cas où ça se passe bien, il y a des foyers où ça se passe bien, mais il y a quand même des dysfonctionnements qui sont insupportables, intolérables et inacceptables. Il y a énormément, malheureusement, d'enfants qui vivent des drames et il y a énormément de familles dans lesquelles ça dysfonctionne ou d'établissements dans lesquels ça dysfonctionne. On ne le dit pas gratuitement. On a fait 2 reportages dessus, on a enquêté, on y est allé, je les ai vus de mes propres yeux et je répète aussi toute l'admiration que j'ai pour ceux qui sont dévoués et pour ceux qui sauvent des vies. Pour ces... Et d'ailleurs, on ne devrait parler que de ça et on ne devrait plus en parler parce que c'est comme ça que ça devrait se passer tout le temps. Mais il y a aussi des abus sexuels, des enfants... J'ai reçu des témoignages intolérables de jeunes femmes qui ont été forcées à manger, qui ont un rapport aujourd'hui, par exemple, à la nourriture qui est très compliqué à cause de ça, parce qu'en fait, ils étaient maltraités dans leur famille. Et ça existe. Ophélie, et on n'a plus envie que ça existe. Pourquoi vous ne montez pas une association qui vous permettrait, par exemple, d'aller au tribunal quand on vous dénonce des choses, de vous porter partie civile? Il y a déjà des associations. Il y en a déjà beaucoup. Il y a plein de moyens d'action. Le mien est d'essayer de faire porter ma voix et évidemment après de me rendre utile. Pourquoi pas auprès d'associations? Mais je ne vais pas me lancer dans une association aujourd'hui pour faire ce travail. J'utilise en tout cas votre portée médiatique. Votre notoriété pour attirer l'attention. Voilà, je peux avoir, aussi humblement soit-il, en tout cas de me faire entendre sur le sujet et de donner de mon temps et de mon énergie. Mais encore une fois, des gens comme Lies Loufoque qui connaissent parfaitement le sujet, lui, quand on l'avait reçu, se plaignait de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Il a des idées, il a des solutions, il a interpellé les pouvoirs publics. Et ça ne suit pas derrière, parce que faute de moyens, parce que faute de volonté politique. Faute de moyens et faute de volonté politique, je pense que c'est déjà 2 énormes freins. Mais peut-être que de le porter sur la place publique et de dénoncer ces dysfonctionnements peut faire avancer les choses. Moi, j'aime donner l'exemple du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, et de Orpea. Je trouve que c'est un très bon exemple. Ou les crèches récemment. Ou les crèches récemment. Un livre, plusieurs reportages. On avait fait aussi dans un interdit un reportage sur les EHPAD privés dysfonctionnants. Voilà, à force de montrer ce qui dysfonctionne, ça marche. Et aujourd'hui, la situation avec Orpea, par exemple, elle a évolué, je crois, dans le bon sens. À ça. Et les crèches aussi. Hein, même si tout n'est pas encore parfait, mais en tout cas, ça a évolué dans le bon sens et il y a une prise de conscience. Donc, on va tout faire pour ça. Le problème, c'est que ces gamins, enfin, tout le monde est concerné par les EHPAD, tout le monde est concerné par les crèches, on a forcément un proche. L'aide sociale, c'est peut-être moins concernant parce que ça touche peut-être, vous disiez 300 000 enfants, donc 300 000 familles. Mais c'est certainement moins concernant, j'entends ce que vous dites, mais enfin, j'en appelle juste au cœur et à la raison de chacun qui a envie de voir un enfant vivre maltraité dans un hôtel social pourri, sans avenir et qui va devenir probablement un délinquant de demain. Je dis probablement, ce n'est pas le cas de tous, je le répète, parce que je sais que c'est un sujet assez sensible, mais qui peut potentiellement devenir un délinquant
50 demain. Personne n'a envie de ça. De quoi allons-nous parler demain dans la grande semaine à 17h40 sur M6 ? Alors, merci de poser... Sans transition, merci de poser la question. On a une enquête sidérante sur les épaves, pas les EHPAD, les épaves roulantes. Il y a un procès qui s'est ouvert cette semaine sur ce jeune homme qui roulait, de 22 ans, qui roulait dans une épave. La voiture s'est totalement disloquée en route. J'ai pas suivi ça. Non, moi non plus, j'avais pas vu. Non, j'avais pas vu. Il y a eu un décès, c'était en 2014 ou 2015. Et en fait, Baptiste Desmontiers, notre reporter, a enquêté et il y a toute une filière de garagistes et d'experts véreux qui remettent en selle, qui mettent un coup de polish sur certaines voitures, qui remettent en route des voitures qui ne passeraient pas un vrai contrôle technique. Et vous pouvez, Gilles, Valérie, demain, si vous décidez d'acheter une voiture d'occasion, vous n'avez aucun moyen de savoir si elle a été vraiment réparée correctement. Oui, et si elle est vraiment aux normes. Voilà, elle est vraiment aux normes. Donc c'est une enquête de Baptiste et nous parlerons aussi du grand sujet médiatique de la semaine prochaine dont vous allez probablement parler ici, qui est l'ouverture du procès de Pierre Palmade. Absolument. Oui. Je sais. Et il y aura des scoops demain sur Pierre Palmade. Nous avons Damien Delceni, qui est le chef du service police-justice du Parisien aujourd'hui en France, qui a suivi parfaitement toute l'affaire depuis le jour 1. Vous avez des nouvelles de l'enfant ? Qui nous révélera alors la famille blessée, donc le papa, l'enfant et la belle-sœur. Leur vie est brisée, très compliqué, vit malheureusement aujourd'hui avec des séquelles de l'accident qui sont extrêmement handicapantes. Et on rappelle le zone interdite, nouvelle famille. On peut dire que ça marche bien la grande semaine depuis ça que marche vous y êtes. Mais oui, elle nous l'a dit Valérie. Voilà. Et elle nous manque. Voilà. Mais je la taquine. On sait qu'elle nous regarde puisqu'elle nous fait des petits textos le week-end pour nous dire qu'elle a vu l'émission, que ça lui a plu et qu'elle est heureuse que ça marche. Absolument. Nouvelle famille, fini les tabous. Ce sera dimanche 24 novembre avec, c'est une nouvelle forme de parentalité, couple homosexuel, co-garde, coparentalité et puis des transsexuels un couple l'homme où l'homme et la femme sont tous les deux transgenres et c'est donc le papa. Ça vous choque ou pas ? Mais alors pas du tout. Moi je crois que vraiment c'est juste un constat de l'évolution de notre société et le plus important, on parlait de l'enfance tout à l'heure. Que l'enfant soit heureux. C'est de donner de l'amour aux enfants et de les éduquer, de faire évoluer ces enfants dans un cadre heureux et affectueux. Et d'amour. Allez, on se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. Et Ophélie Meunier, j'encourage tout le monde à lire votre tribune qui était dans le journal Elle de la semaine dernière, qu'on doit trouver qu'on doit trouver en ligne. Et vous viendrez nous dire ce que vous a dit la ministre. Agnès Canaillet, ministre de la Famille. Et on ne lâchera pas l'affaire. Merci à vous. Tout de suite, les débats. Et lundi, Laurent Gérard. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.